Bienvenue dans la causerie de ce matin. Nous avons sur ce plateau Ange Banouin, directeur de rédaction du quotidien L'Actualité. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Latif. Bienvenue en face de vous. Nous avons François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour Latif Ouboni, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour. Voilà, ce matin nous allons parler de la 8e législature. Comme on l'avait annoncé à l'entame de cette émission, nous allons essayer de faire le bilan de tout ce que la 7e législature qui est en train de finir a fait. Voilà, on va essayer de faire ce bilan-là. Ange Banouin, quelle est votre appréciation par rapport à la mandature de la 7e législature? Merci. Il faut comprendre qu'en réalité, le bilan de la mandature qui est en cours, en tout cas qui tire à sa fin, c'est un bilan dans une certaine mesure prolifique en termes de légifération, en termes de loi, et peut-être, je dirais même, beaucoup plus à ce niveau-là. Et en dehors de cela, en termes de bilan, c'est vrai qu'il y a eu des missions parlementaires dont les résultats n'ont toujours pas été soumis, en tout cas au grand public. Peut-être sur ce point-là et également sur l'aspect de leur prérogative en termes de contrôle de l'action citoyenne, que sur ces deux points-là, peut-être qu'on n'a pas eu grand-chose. Sinon, en termes de légifération, c'est une mandature qui a été l'une des plus, je ne dirais pas prolifiques, et pour avoir ainsi pris assez de tests de loi, et mieux dans un contexte de réforme comme celui prôné par le régime actuel, ça a été vraiment de tous travaux, sinon des préoccupations premières de cette législature-là. François-Xavier, vous avez été là toujours à commenter, on va dire, ces efforts-là de loi nouvelle pour le compte soit de développement ou carrément même dans le domaine économique. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas assez des lois qui ne touchent pas la politique, mais je dis que c'est une législature, la 7e, prolifique en matière de légifération. Oui, il faut dire que cette législature est à cheval sur 2 mandats. Donc, étant donné que la principale prérogative de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement, donc il est tout à fait normal que l'Assemblée nationale aille au rythme de tout ce que le gouvernement implémente comme réforme, introduise comme projet de loi et teste à l'Assemblée nationale. Donc, dans ce sens, je pense que l'Assemblée nationale n'a pas dérogé à sa prérogative principale. Maintenant, qu'on le veuille ou non, le principal héritage de cette Assemblée nationale demeurera, je vais dire, éternellement politique. Je pense que ce sera été la législature qui aura introduit le Bénin, en tout cas le champ politique du Bénin, dans une toute nouvelle ère, parce qu'il y a ce qu'on retiendra au final, parce que ça a fait beaucoup jaser, parler, travailler, pour les commentateurs également. Ça a donné beaucoup de travail, c'est toutes les réformes politiques, tout ce qui a trait à la charte des partis politiques au nouveau code électoral. Donc on peut dire que d'une certaine manière, même si il n'y a pas unanimité sur ces deux tests-là, cette législature, d'une manière ou d'une autre, est rentrée dans l'histoire quelque part. Peut-être à marche forcée, mais rentrée dans l'histoire quand même. Parce que quand on dira que le président de la République le président Patrice Talon, a introduit en son temps, telle loi, introduit telle réforme, les réformes ayant complètement changé la vie politique, le visage de la vie politique dans notre pays, on retiendra concomitamment également que l'Assemblée nationale fait partie de cet héritage, puisqu'il a bien fallu que la loi passe par l'Assemblée nationale avant de pouvoir être promulguée. Donc on va dire que l'héritage de cette Assemblée nationale est principalement politique, parce que entre nous, les lois de ratification de tel ou tel accord de prêt, voilà, c'est rentré c'est dans la mécanique habituelle de ce cénacle particulier. Donc maintenant,
disons qu'il y a quelques autres lois sur lesquelles on aurait pu entendre un peu plus, disons, l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques lois qui ont fait polémique dans la cité. Donc la loi sur l'embauche, les discussions autour le code pénal aussi a été quelque chose d'historique. Donc on peut dire également que de ce côté-là, l'Assemblée nationale finissante a marqué aussi l'histoire dans ce sens-là, parce que ce test traînait un peu depuis des décennies. Donc on peut dire que voilà, la réforme visant les partis politiques, la vie politique dans notre pays, le code pénal sont quelque peu ce qui me vient à l'esprit là, sont quelque peu ce qu'on peut retenir comme héritage de cette législature finissante. Il y a également, c'est vrai que en termes de législation, on a beaucoup plus les yeux focalisés sur l'aspect politique, mais il y a quand même eu des lois qu'on a attendues pendant longtemps qui finalement sont advenues. Par exemple, la loi qui porte sur la transhumance bovine, parce que c'est un phénomène qui est véritablement d'actualité. Cette loi aussi a été prise. Certes, il y a comme une certaine forme de latence à vulgariser véritablement les textes de loi qui sont pris, qui portent à croire qu'une fois que les acteurs politiques sont concernés, c'est à ce moment-là qu'on se rend véritablement compte de ce qui a été fait. Sinon, peut-être qu'on aurait pu véritablement se rendre compte de ce qui a été fait en termes de qualité et de production. Parce que lorsqu'on prend par exemple, lorsqu'on se focalise sur les quelques lois à caractère politique, ou bien la loi par exemple sur l'embauche, où il y a eu des grands points, ou des lois sur lesquelles, par exemple, il y a des réserves, là, on se rend compte, c'est là que, véritablement, on se pose la question de savoir, est-ce que ce qui a été fait, comment est-ce qu'on peut l'apprécier? Alors que si on entrait véritablement dans d'autres champs, on pourrait comprendre les ratifications. On sait que c'est les ratifications, mais toutes les fois, les ratifications ne passent pas comme des lettres à la poste. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut retenir. Et l'autre chose, c'est que, vis-à-vis de ce régime qui a voulu en tout cas inscrire une certaine forme de gouvernance, le Parlement ne lui a pas marchandé quand même son accompagnement dans une certaine mesure avec le bloc de la majorité parlementaire. Et il y a des lois que certainement, je ne dirais même pas, avec ceux-là, qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas véritablement été mis à la connaissance de la grande masse, des lois qui normalement devaient véritablement impacter véritablement les populations. Quand on prend par exemple la loi dérogatoire pour la délivrance des actes d'état civil, ouais, il y a pas mal sur le bail donc il y a des lois, mais cette tendance politique qui je ne dirais pas recouvre pratiquement tous les actes, bien étant donné qu'on est dans au lieu de la politique, amène aussi à se rendre compte qu'en réalité, vis-à-vis de leur impact, à se poser des questions sur cette prolifération, sinon cette hyperactivité de la 7e législature en termes de législation. Et ça, c'est du fait des communicateurs, des communicants de la population ou des acteurs politiques eux-mêmes finalement? Cela pourrait être aperçu sur plusieurs angles. Vous savez, une chose est de voter les lois, mais l'autre est de les vulgariser. Et cet aspect de vulgarisation n'est pas très souvent pris en compte par le Parlement. C'est lorsque il y a des enjeux sociaux et économiques que très souvent les acteurs qui sont concernés par ces lois-là remettent sur le tapis ces lois. Sinon, il y a des lois qui véritablement impactent les populations dans leur vivre ensemble. Il y a même des lois dont on méconnaît véritablement. Et c'est lorsque les gens sont devant le fait accompli qu'on leur sort des articles, des tests de loi, et puis ils se disent, ben, quand ça a été pris. Bon, voilà, peut-être que... vous vous rappelez même du code pénal également. Oui. Il a fallu le phénomène de Payor pour que ce code pénal loi fasse quelques remous, mais après, comme les choses sont dissipées, aujourd'hui, c'est passé aux oubliettes. Oui, c'est quand il y aura une situation que cette loi sera brandie qu'on va encore à nouveau commencer par se poser la question sur le contenu de cette loi. Oui, ça pose le problème de la vulgarisation des lois et tests issus du Parlement et les lois et tests en général de la République. Et ça rejoint la chronique politique de ce matin. On peut une fois de plus louer cette innovation du gouvernement qui permet de mettre quand même à portée de main, à portée de clic,
apporter des clics, tous ces tests, ces milliers de tests, de les faire accéder plus facilement à la connaissance de nos populations. Mais il n'en demeure pas moins, étant donné que nos populations sont en grande partie analphabètes, que le service après-vente doit être fait. Donc je pense que le tort est partagé. Il faut dire que nos populations se veulent bien très politiques. Quand ça se chamaille un peu, quand il y a une victime dans l'histoire, nous aimons bien prendre parti, nous aimons bien la castagne. Donc tout ce qui rentre dans le cours normal des choses, bon, ça peut choquer un temps et ça passe. Mais il n'en demeure pas moins que l'Assemblée nationale doit s'impliquer un peu plus dans son devoir de vulgarisation des tests. Il faut dire aussi qu'au niveau, peut-être que la réforme du système partisan va apporter cela également, il faut dire également que quand les groupes parlementaires, les députés, même les députés pris individuellement, arrivent à faire passer des lois et des tests ou à des tests qui viennent du gouvernement et où leur voix a compté, ils se sont battus pour ça, normalement ils doivent pouvoir essayer dans un second temps de vulgariser ces tests-là auprès de leur base. Et je pense que ça ne le fait pas, ils ne le font pas régulièrement ou presque pas suffisamment. Sinon, je pense que déjà, si chaque député le faisait au niveau de chaque parti ou chaque groupe parlementaire, si ça se faisait, je pense qu'on aurait accompli une bonne partie du chemin. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là et les populations végètent un peu dans une ignorance quelque peu coupable également parce que les populations ont leur part de responsabilité. Mais encore une fois, pour celles qui sont analphabètes, on ne peut pas leur reprocher de se saisir d'un test en français, test qu'elles ne peuvent pas comprendre de tout de go en le prenant sur le fait. Donc il y a un véritable besoin de vulgarisation et d'explication des tests dans toutes les langues du pays pour que les tests soient accessibles. Parce que quand on parle du code pénal, je pense que c'est encore plus important pour la vie des citoyens que la réforme du système partisan. Parce que ça touche qu'une classe. Voilà, même si ça impacte aussi la population. Mais le code pénal impacte directement la vie des citoyens et nul n'est censé ignorer la loi. Donc il ne faudrait pas que ce soit en situation que les populations se retrouvent prises en étau. Ce sera de leur faute et on ne pourra que leur appliquer la loi. La loi sur le bail domestique, on sait les dégâts qui sont engendrés souvent par les abus de quelques propriétaires. Donc cette loi a fait quand même, disons, a eu un peu d'écho dans la cité, mais bon, on est rapidement passé à autre chose. Voilà, la loi sur le biodégradable, par exemple, ça aussi, c'est un peu comme si, quand vous en parlez aujourd'hui, c'est un peu comme si on l'avait voté il y a 100 ans, alors qu'on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, il y a eu plein de sujets là-dessus. De la société civile sont très sollicités là-dessus. Il faudrait réellement que, surtout dans des pays comme les nôtres, où on est encore en construction, il faut impérativement que les députés déjà à leur niveau et l'Assemblée nationale en tant qu'institution prennent à bras le corps cette tâche, cette mission de vulgarisation des tests votés à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est le manque de vulgarisation qui ne nous permet pas de voir dans sa grandeur ce que la 7e législature a fait. Alors, on va s'interroger, si on est unanime sur ce plateau, que la législature a quand même été prolifique et même très importante dans certaines réformes donc engagées. Alors, c'est quoi le chantier de la législature à venir, la 8e? Que peut-elle promettre aux populations pour arriver à arracher leur suffrage? Ange. D'abord, il faut dire que le rôle du Parlement est connu d'emblée à travers l'article 79 de la Constitution, celui de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, au-delà de cet aspect énuméré par la Constitution qui régit le fonctionnement de toute institution, donc, et par ricochet, celui du parlementaire, il est quand même aujourd'hui à la veille de cette élection que les acteurs s'approprient véritablement ce qu'est leur rôle
est mieux que les populations elles-mêmes ne se laissent pas emporter par ce qu'on a coutume d'appeler les marchés de dupes. Parce que il ne revient pas à un député d'aller construire des ponts, des routes, des écoles. Mais lorsqu'on revient dans notre contexte béninois, où certains députés sont des opérateurs économiques, où, je ne dirais pas, le soutien à l'action gouvernementale est une caution pour pouvoir permettre de développer sa localité, dans ce contexte-là, peut-être que c'est ça qui emmène à se dire que d'emblée, on s'attend à ce que le député puisse venir dire qu'il veut faire telle réalisation, qu'il veut accompagner la mise en œuvre de telle infrastructure. Sinon, le citoyen, par son essence, en tant que citoyen, il doit normalement pouvoir bénéficier de ce qui est action de développement de la cité mise en œuvre par le régime en place. Et mieux, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, cette mandature, lorsqu'on analyse un peu la lecture que font les observateurs de la vie sociopolitique, c'est que cette mandature va finir en 2023, à 2 ans du Bénin à la FIA 2025. Et aujourd'hui, lorsqu'on analyse un peu l'évolution de ce programme de développement qui est mis en œuvre, on se demande à quelle étape en sommes-nous. Et si cette législature doit véritablement s'inscrire en lettres d'or, c'est de tout faire pour pouvoir faire aboutir, dans une certaine proportion donnée, ce programme-là de développement qui pourrait, dans une certaine mesure, apporter le mieux-être au peuple béninois. Voilà, François Xavier. Oui, permettez-moi de revenir quelques secondes en arrière. Pour reparler de la 7e législature, il faut quand même préciser que quand on parle d'héritage de cette 7e législature, même s'ils sont encore là pour quelques jours, il faut quand même insister sur le fait qu'ils ont, que cette Assemblée nationale, cette législature a su afficher à des moments bien précis une certaine indépendance. Parce que là, on a l'impression, il y a comme une petite musique qu'une certaine frange des politiques aime à entonner et à vulgariser ici et là. Tout le monde se souvient quand même, il y a quelques faits d'armes, les deux tentatives de révision de la Constitution. On ne peut pas dire que l'Assemblée nationale n'ait pas affiché son indépendance. Quand il s'agit de lever l'immunité parlementaire de certains députés, ça a prospéré pour certains, ça a calé pour d'autres. Donc, on ne peut pas dire que, j'insiste là-dessus parce qu'il y a, disons, quelques termes qui ont prospéré dans le discours public, majorité mécanique par-ci et par-là. Il faut dire qu'au moment de rejeter les projets de tentative, il n'y avait pas de majorité, de minorité. Il a bien fallu que la majorité s'implique pour que les tests soient rejetés. Donc, il faut dire quand même qu'il faut reconnaître à cette législature dans son ensemble une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ceci dit, la question que vous posez, je pense que c'est déjà aux populations qu'il faut la poser. Mais qu'on le veuille ou non, les réformes actuelles feront que déjà le discours, vous l'auriez constaté que même dans les quelques campagnes de vulgarisation qu'il y a eu ici et là dans certains quartiers, le discours change déjà. Il n'y a plus de oui voilà, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, mais on est plutôt dans le nous. Nous sommes venus pour faire ci. C'est vrai que je n'ai pas encore eu à entendre les candidats pris isolément, mais les deux blocs, j'ai l'impression quand même que on est dans un discours un peu plus globalisant. On se projette dans l'avenir sans pour autant promettre des points précis. Je pense qu'on n'est plus dans le schéma du baobab, du coin qui promet tout et n'importe quoi, et pour pouvoir gagner les suffrages des citoyens, quand bien même il y a encore des fiefs, bien évidemment, il y a encore des fiefs qui sont bien gardés, qui sont des chasses gardées pour certaines personnalités. Maintenant, quel rôle pour l'Assemblée nationale? Je pense que déjà, sa première prérogative, c'est contrôler l'action du gouvernement. Mais il faut insister sur le fait que l'Assemblée nationale devra se mettre au diapason. Parce qu'on a un gouvernement qui est assez offensif dans son projet de développement, qui déroule sans état d'âme le programme d'action du gouvernement, le PAG, le Bénin révélé, qui le déroule sans état d'âme, pas en écrasant tous ceux qui sont tous ceux qui pourraient avoir des visées, des visions contraires, mais il y a un programme clair de gouvernement que la machine
gouvernementale déroule sans crier gare. Donc il faut obligatoirement que pour le contrôle de l'action du gouvernement, cette législature se mette au niveau, dans le sens où il faut beaucoup plus d'une réflexion stratégique qu'idéologique. On n'est plus dans le oui, on est contre, on veut faire ci. Il faut qu'on sorte du patois habituel qu'on a l'habitude, je m'excuse beaucoup, d'entendre à l'Assemblée nationale, où on est plutôt dans des postures que très rarement dans des débats vraiment techniques où on peut être amené à pousser le gouvernement dans ces derniers retranchements pour pouvoir en sortir une substance qui soit utile à tout le monde, que les amendements ne soient pas des amendements juste pour embêter et ralentir l'action gouvernementale. Et il a parlé d'Alafia 2025. Je pense que même si c'est pas le même nom, le même titre, les mêmes acronymes, je pense que le programme d'action du gouvernement est pensé, fait écho à l'AFIA 2025 et est pensé pour nous faire gagner des étapes très rapidement. Non sans, ce n'est pas disons, c'est pas une course, je ne veux pas dire que c'est une course contre la montre, mais il y a un engagement résolu vers l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc moi, ce que j'attends principalement, en tant que citoyen, pas en tant que commentateur, en tant que citoyen de l'action de l'Assemblée nationale, c'est que ce soit un contrôle participatif. Déjà, le président de la République l'a martelé la dernière fois. Il ne veut pas de caisse de résonance à l'Assemblée nationale. Lors de son dernier entretien, il a dit une fois, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de député Godillot, il n'a pas besoin de caisse de résonance à l'Assemblée nationale. Je pense que le niveau auquel le président de la République a mené les débats autour des questions essentielles de développement méritent quand même qu'en face, qu'il y ait des députés qui puissent arriver à se mettre au diapason. Et maintenant, il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, on pourra expérimenter les quelques nouveautés de la charte des partis politiques. Est-ce qu'on assistera au processus de transhumance habituel? Est-ce que, voilà, comment les groupes parlementaires vont se faire? Je pense que ce ne sera pas un champ d'expérimentation, mais on rentrera avec la 8e législature dans le vif du sujet et on pourra évaluer sur les faits, voilà, les avantages et les inconvénients de la nouvelle charte des partis politiques et expérimenter l'architecture que le gouvernement la nouvelle architecture, la nouvelle mouture que le gouvernement a inspiré pour cette mue profonde du paysage politique. Alors, oui, Ange Banois, pour la 8e législature, on aura besoin des députés qui s'intéressent au développement du pays. Oui, en quelque sorte, parce que, qu'on le veuille ou pas, ce qui doit normalement préoccuper le parlementaire, c'est surtout le mieux-être de ses mandants, en quelque sorte. Et mieux, on a coutume de dire souvent que le développement ne se montre pas, il se crée, il se sent. Et si aujourd'hui on se plaint de certaines choses, c'est que dans une certaine mesure également, les parlementaires chez nous, c'est vrai, c'est pas dans leur entièreté, mais très rares sont ceux qui ont véritablement des cabinets, ou avec des consultants, où ils font eux-mêmes des propositions de loi. C'est vrai qu'il y a eu des propositions portées par des parlementaires, mais les populations, dans une certaine mesure, se posent la question de savoir si véritablement leurs représentants émanent véritablement de leur sein pour pouvoir afin de les amener à pouvoir prendre des actes qui véritablement puissent les impacter. Vous savez, c'est ce qui amène parfois aussi à constater que c'est l'action gouvernementale qui a tendance à être portée. Parce que quand c'est le gouvernement qui met en place, par exemple, un programme d'action qui vise à toucher les populations et qui, dans une certaine mesure, reçoit l'écho favorable des députés, des parlementaires, on a tendance à penser que le Parlement devient une continuité de l'action gouvernementale. Certes, un Parlement dans un régime comme le nôtre, où c'est un régime présidentiel, fort mieux en plus, et avoir l'antagonisme de l'exécutif avec le législatif ne fait pas fort toujours bon ménage, ou bien n'apporte pas toujours réponse aux attentes des populations. Mais si
parlementaires eux-mêmes s'octroient les moyens qu'il faut pour pouvoir, ce n'est pas, ils disposent, il y a des fonds qui sont alloués pour ça, mais on se rend compte que sur le nombre de parlementaires que nous avons, certains ici, ce n'est même pas au cours des débats politiques qu'on entend certains parler, lorsqu'il s'agit véritablement des questions de développement sur le plan technique, on n'a pas de données scientifiques. On prend par exemple la question, la loi sur les sachets biodégradables. Certes, c'est une loi qui a été votée par les parlementaires, mais sur le plan technique, on ne sent pas l'argumentaire des parlementaires. Aujourd'hui, cette loi-là est prise, mais on constate quand même que les anciens sachets prolifèrent. Donc, c'est dit quoi? C'est dit qu'il faudrait véritablement que les députés retournent véritablement à leur rôle et qu'ils mettent en place des structures qui puissent véritablement conduire au développement. Il ne faudrait pas que ce soit le gouvernement à lui seul qui soit en train de penser le développement et qu'on s'attelle à dire on accompagne la vision du gouvernement. Il faudrait que les parlementaires puissent véritablement s'imprégner des réalités que vivent les populations et de trouver les moyens pour pouvoir maintenant mettre en œuvre les aspirations des populations. Si ces aspirations-là rencontrent l'assentiment du programme d'action du gouvernement, légitimement, ils pourront donc accompagner. Mais si tout doit venir du gouvernement avant qu'ils n'applaudissent, là, véritablement, les populations auront de bonne foi des raisons de penser qu'ils sont juste là pour pouvoir accompagner le gouvernement. Certes, le gouvernement a sa vision. Aucun gouvernement ne viendra dire qu'il veut travailler pour aller à l'encontre du développement de la population. Maintenant, c'est aux députés de montrer qu'au-delà de ce qui se fait, qu'ils ont un plus à apporter. Sans quoi, on aurait mieux fait peut-être de dire, bon, on laisse le gouvernement dérouler son programme et que les parlementaires soient là et qu'ils observent. Parce que c'est un peu ce qu'on reproche souvent à nos parlementaires ici. Vous avez des questions d'intérêt général, vous avez la peine de trouver un ou bien deux parlementaires pour vous parler de ça. Mais lorsqu'il s'agit des questions politiques, on ressent véritablement, je ne dirais pas l'engouement et je ne dirais pas la frilosité de certains. Certes, sur le plan politique, on a besoin des gens pour pouvoir animer la vie politique, mais mieux quand on parle en termes de développement pour des pays comme les nôtres, des pays que certains taguent, en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire, dans voie de développement, on a véritablement besoin des parlementaires qui soient véritablement je ne dirais pas des activistes du développement. Voilà, ce serait un élément, je ne dirais pas catalyseur pour qu'on puisse arriver à bon port. Oui, deux choses très rapidement. Je pense déjà que la problématique que mon confrère soulève tient déjà à une chose essentielle. Les députés s'intéressent plus, on va dire, en tout cas, de ce qu'on voit à la politique, simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire du marchandage sur ce cas-là bien précis que voilà un projet de ratification, encore que sur certains projets de ratification, on peut se faire de la monnaie pour utiliser c'est pas moi qui le dis, le président de la République lui-même l'a dit, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit. Donc, sur les tests politiques, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de faire du marchandage. Donc, ceci dit, je pense qu'en termes d'action, la primauté revient d'abord au gouvernement. C'est l'exécutif qui implémente les actions donc, on ne peut pas, en voulant trop, trop contingenter le cahier des charges des députés, d'abord, ils n'ont pas leur action principalement dans un second temps, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement. Avant de contrôler, il faut qu'il y ait action déjà. Mais ils peuvent donc quand même un peu plus initier des lois. Oui, ils peuvent initier des lois. Et bien évidemment, personne ne leur interdit d'initier des lois. Ce que je veux dire, c'est que déjà, tel que l'architecture est bâtie, notre constitution donne la primauté de l'action d'abord à l'exécutif. Et quitte à ce que les députés contrôlent la justesse ou non de cette action. Mais il est vrai qu'il y a le besoin d'un peu plus d'implication des députés. Mais je pense que la chose essentielle, c'est le lien qu'il y a entre le député pris individuellement et ses mandants. Je pense que c'est ce qui reste à développer dans notre démocratie. Nous avons à l'accoutumée des députés, des baobabs du coin qui s'échinent, essayent d'arriver à l'Assemblée nationale. Une fois qu'ils ont leur électorat qui est quelque peu captif, donc ils ne se trouvent pas vraiment, il n'y a pas d'incitation réellement à garder pas à garder le contact, mais à
revenir chaque fois pour expliquer, pour rendre compte. Il y a un terme... la reddition de comptes. La reddition de comptes, voilà, exactement, merci. Pour procéder à la reddition des comptes, simplement parce que déjà en amont, la manière dont ils ont, disons... Oui, les suffrages ne les oblige pas vraiment à aller le faire. Maintenant, c'est pourquoi je dis il y a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle mouture de la charte des partis politiques, parce que ça oblige quelque peu déjà les députés, les candidats en ce moment à changer de discours et à entretenir, à initier. Je pense que pour moi, c'est la principale attente de cette législature. Au-delà de ce qu'ils font dans l'hémicycle, il y a à véritablement tisser un lien avec les populations à la base, pouvoir repartir dans leur... Moi, j'ai toujours été pas sidéré et émerveillé, j'ai été toujours admiratif du système français, par exemple, où les députés ont tous des permanences dans leur localité. C'est le b.a.-ba. Hein, donc, un député doit avoir, comme vous l'avez dit, un cabinet, une permanence on va pas dire dans son fief, là où il a été élu dans sa circonscription. Je ne pense pas que ce soit le cas chez nous aujourd'hui. Donc, ça commence... Ils ont des permanences à domicile. Et ils ont des permanences à domicile. Bon, c'est déjà un pas... C'est une forme de cabinet, si on peut le dire non, ici. Mais en quelque part, une forme de cabinet, parce qu'en quelque sorte, je ne dirais pas, je ne sais pas si c'est le niveau de développement qui nous amène à ce système-là. Parce que du moment où un député peut vous dire qu'on vient l'interpeller pour la césarienne d'un de ses concitoyens, etc., c'est qu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas encore à solutionner, qui amènent aujourd'hui, qui facilitent un peu la situation dans laquelle nous sommes du moins. Oui. Donc, c'est vrai, nous avons encore du chemin, mais il faudrait que certaines actions, il faudrait que certains besoins, je ne dirais pas essentiels, soient pris en compte et pour que véritablement les députés soient véritablement libérés et qu'ils ne se réclament pas de dire nous savons comment est-ce que vivent nos mandants, c'est nous qui savons ce que nous faisons quand nous rentrons chez nous les week-ends. Oui, effectivement, juste pour ajouter à ce 30 secondes, c'est vrai qu'on ne tient pas toujours compte de cette sociologie de nos populations, mais je pense que les députés peuvent faire les deux, faire la vulgarisation des lois qu'ils votent, entretenir le lien indispensable entre les populations et l'Assemblée nationale en reprécisant à chaque fois, faire la pédagogie du rôle de l'Assemblée nationale par rapport à l'action du gouvernement. Et dans le même temps, ils ne peuvent pas échapper à cette sociologie, disons, particulière de nos populations, parce que chez nous, dans un coin, dans n'importe quelle bourgade, quand les populations ont des problèmes, si on ne voit pas le délégué, le maire, c'est pas parler. Quand on a un ministre, un fils du coin, bon, on ne se gêne pas le matin pour aller, même s'il n'est pas là, pour aller lui porter ses doléances. Ça, bon, on aurait aimé, on n'est pas encore à, je pense, c'est comme il a dit, c'est un niveau on est encore à ce niveau de développement. Donc, il ne faut pas, ce n'est pas plus mal que ça, ça permet aux responsables d'avoir quand même le pouls régulièrement de leur population. Voilà. Mais encore, je pense qu'ils peuvent faire les deux, venir en aide ponctuellement aux populations, à leur mandat, et dans le même temps, participer à élever un peu le niveau de citoyenneté voilà, les chantiers sociaux en cours d'exécution par le gouvernement d'ailleurs va sans doute aider à résolver ce pan-là on va dire de notre réalité. Merci beaucoup à vous, François Xavier Noumon, chroniqueur ici même à E-Télé. Merci d'avoir été matinal et d'avoir répondu à notre appel. Ange Vanouin, directeur de rédaction, oui, de Quotidien L'Actualité. Merci pour votre passage. On se retrouve prochainement, oui.